Dans le miroir du sport ce soir, du foot, du hand, du volley, de la course à pied, du motocross et un dernier pas le moindre de l'escrime. Et c'est pour cela que j'accueille sur le plateau notre invité, monsieur Hervé Georgi, directeur sportif et maître d'armes à la Société d'escrime de Nîmes. Bonsoir, monsieur Georgi. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est une première, je crois, non Deuxième fois que j'ai le plaisir de venir chez vous. Voilà. Ouais. Et bien qu'il y en ait une troisième. Nous allons évoquer bien sûr la 14e édition de la Coupe du Monde d'épée junior homme. Tout à fait. Junior, on peut dire garçon aussi, parce que... Oui. Les adolescents, donc, nous allons évoquer cette Coupe du Monde tout de suite, d'ailleurs. Nous allons commencer par... Alors, on pourrait peut-être commencer en expliquant un petit peu ce qui caractérise l'épée. Nous allons nous occuper que de l'épée ce soir. Alors, pourquoi d'abord une Coupe du Monde épée, seulement épée? Est-ce qu'il y a une raison pour ne pas s'intéresser aux autres armes? Enfin, on s'intéresse également aux autres armes, mais la spécificité fait que de cette arme-là, qui est l'arme la plus usitée au niveau de la Société d'escrime de Nîmes, nous a permis de nous faire connaître et de pouvoir envisager d'organiser donc des épreuves dans cette arme-là. D'accord, mais les trois armes sont utilisées à Nîmes. Il y a tout à fait. Peut-être pas beaucoup de compétitions, non, en fleuret ou en... Alors exactement, ouais. Comme on est spécialiste et spécialisé à l'épée, on organise beaucoup plus de manifestations à l'épée et de compétitions que les autres armes, mais les autres armes sont des armes d'initiation que nous utilisons également au club pour faire des futurs champions. Là, c'est quand même une compétition de niveau mondial. Tout à fait. C'est quand même quelque chose. Oui, ben voilà, les images sont parties. Nous allons écouter un petit peu les commentaires, à moins que vous vouliez les commenter en direct, mais il y a quelques commentaires qui accompagnent ces images. On peut les écouter puis réagir là-dessus. Oui, mais là c'était la finale de la 13e édition, donc qui se déroulait donc en 2008 et qui a vu la victoire de l'Allemand Filier, en espérant que cette année, aux places de cet Allemand, on retrouve un tricolore. Alors combien de nationalités Aux alentours, entre 10 et 12 nationalités. On a certitude au jour d'aujourd'hui que 11 nationalités seront présentes. Et comme les inscriptions seront clôturées le jeudi, on aura définitivement le nombre de nations participant. Alors à l'épée, il y a possibilité de match nul sur une touche simultanée. Alors il faut qu'elle soit vraiment simultanée, c'est assez... Exactement, assez vous avez utilisé le terme, donc c'est l'action simultanée qu'on appelle coup double à l'épée, qui permet de marquer un point pour chaque escrimeur. Alors l'épée, puisqu'on en revient, c'est une arme d'estoc. On a le droit de toucher qu'avec la pointe sur toute la surface du corps, voilà. Des pieds jusqu'à la tête. D'accord. Voilà. Donc c'est une arme donc de duel par excellence. Il n'y a pas de convention, de règles et de priorité. Il faut toucher son adversaire. Alors parlez-nous un petit peu du plateau. On peut d'ores et déjà présenter les dates de cette 14e édition de la Coupe du Monde d'épée junior. Homme, ça sera ce week-end. Ce week-end, le 15 mars, dimanche 15 mars, à partir de 8h, au Parnasse. D'accord, donc le site du handball, ni moi, nous est prêté à cette occasion. On peut peut-être écouter l'interview. Oui. Féliciter l'ensemble des Français et de la délégation française, puisque sur les 70 tireurs, on se retrouve avec, au niveau comptable, bien évidemment, de très bons résultats. Le plateau d'aujourd'hui laisse prévoir un plateau mondial au mois d'avril des plus intéressants, car il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. 70 tireurs, mais pratiquement tout le monde était là. Les Italiens sont très forts, les Allemands également, et bon, les Français se maintiennent en pole position également, avec notamment M. Fava et M. Borel qui rentrent dans les 8. Voilà, donc un beau plateau aussi pour cette année. Alors là, on a entendu des nations qui avaient l'air de dominer un petit peu cette discipline. Est-ce que c'est quelque chose qui se répercute d'année en année, ou est-ce que des pays émergent comme ça, des jeunes émergent comme ça Alors, beaucoup de jeunes escrimeurs des pays de l'Est commencent à émerger. Aux États-Unis aussi, l'escrime commence à devenir un sport majeur, évidemment moins à son importance bien entendu, oui. Mais on retrouve quand même relativement les grosses nations qui sont à l'image des seniors, la France bien entendu, l'Italie, l'Allemagne, qui sont vraiment des nations phares dans cette Alors un beau plateau cette année, mais avec un gros rendez-vous, un rendez-vous vraiment important au mois d'avril. Vous m'avez parlé de Belfast. Tout à fait, donc Belfast qui seront le lieu où se dérouleront les championnats du monde. À savoir que la Coupe du Monde de Nîmes est la dernière épreuve avant les championnats du monde, ce qui se trouve avoir un beau plateau encore cette année, puisque parmi les 8 meilleurs mondiaux seront présents les 8 tireurs, donc notamment une grosse délégation italienne qui est encore cette année chez les juniors très forte, et qui se retrouveront 15 jours après, du 9 au 13 avril, à Belfast pour disputer les championnats du monde. Alors cette année, sur ce plateau nîmois, pour la 14e édition,
pas de locaux de l'étape, pas Alors de... malheureusement, on ne retrouve pas cette année de locaux. L'année dernière, on avait la possibilité, on avait la chance d'avoir Florent Chanu qui disputait sa sélection au championnat du monde sur la Coupe du Monde de Nîmes. Bah, les années se suivent et des fois ne se ressemblent pas, mais oui, c'est pour avoir des jours meilleurs. Mais nous en parlerons, directeur sportif, il paraît qu'on le connaît. Oui, le trophée, parlez-nous un petit peu du trophée. On a donc évidemment le plaisir de saluer la mémoire de monsieur Christian Doriola, le plus grand escrimeur français, le plus beau palmarès français en escrime. Et donc au travers... c'est un hommage évidemment qu'on lui rend puisqu'il est disparu. On a décidé, la Société Escrime de Nîmes, de mettre un trophée Christian Doriola qui sera décerné donc au vainqueur de la Coupe du Monde. C'était déjà le cas l'année dernière et ça sera le cas encore cette année. D'accord, donc cette année, combien de participants? Vous comptez à combien de participants? Aux alentours de 80-90 participants. Ce qui représente à peu près une moyenne, c'est ce qu'on retrouve en Coupe du Monde. Hein. Alors c'est vrai que l'épée, je dirais l'escrime en règle générale, l'épée peut-être en particulier, ce sont des disciplines quand même très difficiles à décoder pour le public, à comprendre en tout cas. Il y a des fois des subtilités. Les commentateurs nous surprennent à chaque fois parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Est-ce qu'il y a une éducation à faire justement pour bien apprécier parce que c'est très bien filmé ordinairement, mais on a du mal à comprendre. Alors je vais vous dire, en ce qui concerne le fleuret et le sabre, qui sont des armes conventionnelles, il faut être un peu initié. Pour le néophyte, c'est très dur de voir juste des lumières s'allumer et de ne pas comprendre. L'épée est beaucoup plus simple sans être réducteur, puisqu'en fait, lorsqu'on touche, ça s'allume, et comme il n'y a pas de priorité, quand ça s'allume, on marque un point. D'accord. Voilà. Et puis toutes les parties du corps étant valables, effectivement, parce qu'on peut avoir une touche antérieure à une touche ultérieure, mais si elle n'est pas au bon endroit dans les autres armes, alors des fois, et puis alors il y a des subtilités. Enfin, je pense que c'est quand même un sport de finesse aussi. Oui, tout à fait. Et puis c'est très rapide. En fait, c'est ça aussi, je crois que c'est très rapide. J'aime bien faire la comparaison. L'escrime, c'est les échecs sur un 100 mètres. Voilà. Oui. Exactement, voilà. Nous allons revenir, bien sûr, en cours d'émission sur cette 14e édition de Coupe du Monde d'épée junior homme. Je vous invite à intervenir dans les différents sports. Je sais que vous vous intéressez à d'autres sports que l'escrime, même si l'épée vous prend énormément de votre temps, je le conçois fortement. Nous allons parler de football avec cette rencontre Nîmes Olympique Ajaccio, plutôt Ajaccio Nîmes Olympique, puisque tout se passait au stade François Cotigne. Notre journaliste Nicolas Fabre est allé sur place. Nous allons vous proposer quelques images, nous réagirons dessus juste après. Dans ce match des mal classés, les deux équipes n'avaient pas le droit à l'erreur. Et Nîmes, en se déplaçant sur le terrain des Ajacciens, fatigués par l'accumulation des matchs, comptait bien se refaire la cerise. Mais il n'en était rien. En première comme en deuxième mi-temps, les Nîmois ne furent que l'ombre d'eux-mêmes. Dominés par une équipe ajaccienne conquérante, les Nîmois s'inclinaient tout d'abord à la 41e minute sur un but de Vial. Et pour enfoncer le clou, à l'entame de la deuxième mi-temps, les Corses doublaient la mise par Darbion. Et même si Michael Coloredo sauvait l'honneur, comme on dit, à la 94e minute, ce n'était que pour réduire l'avantage des Corses au score. Nîmes est maintenant à 8 points des premiers non relégables et le maintien devient de plus en plus une mission impossible. Voilà, diffusion donc de l'intégralité de cette rencontre demain soir à 21h. Alors nouvelle défaite bien sûr pour les Crocos à l'issue de cette 26e journée. Nous allons voir les résultats des autres équipes dans quelques instants avec les traditionnels tableaux. Voilà donc Reims qui est allé gagner à Bastia. Alors voilà, bien on comptait un petit peu sur les équipes. Châteauroux qui quand même a concédé 3 buts face à Montpellier. On compte un petit peu sur les équipes fond de tableau pour essayer d'envisager l'avenir qui se trouble, il faut bien le dire, pour les Crocos. C'est vrai que ça va devenir de plus en plus compliqué. Je pense que nous allons voir maintenant les classements. Voilà. Avec, voilà, on voit Nîmes bien collé au fond. Alors maintenant 8 points par rapport à Ajaccio, au premier non relégable. Donc mathématiquement tout est encore possible, techniquement eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué. Bien sûr vous aurez tous les détails du devenir des Nîmois, de l'actualité crocodilienne demain dans Croco Hebdo à partir de 21h. Toujours dans le football avec l'équipe d'Arles qui rencontrait Beauvais ce week-end. Alors on aurait pu penser que Beauvais 16e, Arles n'a pas l'habitude de gaspiller, d'autant plus à la maison. Eh bien il n'en a rien été. Les Alésiens ont buté sur une équipe de Beauvais assez solide et nous allons voir ces quelques images tournées par Olivier Michel et avec nos commentateurs footballeurs habituels, un montage de Guillaume Vitrouillet.
Après son éclatante victoire face aux Istréens, invaincus jusqu'alors, les Arlésiens reçoivent pour la 26e journée du championnat national une équipe de Beauvais qui a besoin de points pour se maintenir. Avec Clément loin devant. Ah, voilà, allez, Enani, quand il part seul comme ça, il est rattrapable. Ah, oh, est-ce qu'il lui tire? Non, je crois qu'il y a un petit pointu là, non? Oh, mais il fait un petit quelque chose quand même, non? C'est le défenseur, il me semble. Ouais, je crois que c'est le défenseur qui met son petit pointu. D'ailleurs, c'est un corner, donc c'est bien un retour vraiment approprié du défenseur qui a mis un pointu, juste ce qu'il fallait pour empêcher Enani d'aller droit au but, parce que quand il est lancé comme ça, généralement les duels il les rate pas. Ah ouais, ça fait ficelle normalement. En tout énorme cas, retour. C'est le 3e ou 4e corner pour les Arlésiens, pas mal tiré. Et c'est dedans. C'est sauvé. D'où il sort là, c'est Keita. Oh là, je le voyais dedans. C'est le grand La tête, 5. le Poirier. Oh là là, le 5 c'est Keita qui a sauvé les siens là sur ce corner. Oh là là, messieurs. Énorme temps fort des Arlésiens. Allez, une combinaison a été préférée, la déviation. Oh oui, quel arrêt, quel pas. Petit sombrero, il récupère Milambo, techniquement il est pas mal et il met un bon ballon là pour servir. Quelle parade de Jesse Moulin. Du même côté que là-bas. Bien tiré. Allez, tiré. Il y est. Il dévisse. Et là, on peut penser que c'est le dernier coup de pied arrêté. Fini. Et c'est pas terminé. Voilà. Sur ce score de 0-0. 0-0, c'est dommage Ludo d'en rester là. Voilà donc nos commentateurs avec leurs envolées verbales habituelles, beaucoup de passion. Vous avez vu, Jesse Moulin quand même a bien fait la parade devant les tirs de Beauvais, même si les Arlésiens se sont procuré quelques occasions. Nous allons regarder les interviews. De toute façon, tout d'abord, avant de vous proposer le tableau des résultats et des classements, l'interview du coach arlésien. Michel, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce résultat face à une équipe de Beauvais qui était venue avant tout pour amener un petit quelque chose de Arles? Mais beaucoup de regrets, parce que bon, si eux étaient venus pour chercher un petit quelque chose, ils l'ont trouvé. Nous, on était là pour essayer de creuser vraiment l'écart, parce que bon, on savait que Sète avait un match très difficile contre le Paris FC. On savait déjà que Cannes avait fait match nul à Niort. Cassis-Carnoux, bon, contre Laval, ça allait être un match difficile. Bon, Cassis-Carnoux a gagné. Et Cuiseaux qui sortait à Passy, ça allait être dur pour eux aussi. Bon, ben, on savait qu'en gagnant aujourd'hui, on pouvait vraiment creuser l'écart et y croire pour de bon. Là aujourd'hui, bon, compte tenu de la prestation que nous avons fournie, c'était difficile d'espérer autre chose qu'un match nul. Le jeu direct, il s'est imposé tout seul. C'est pas ce que je demande. C'est qu'il y avait tellement peu de mouvements autour du porteur du ballon, il y avait tellement peu de solutions que la dernière des solutions, c'était on lève la tête et on frappe devant. Comme ça, au plus on le met loin et au moins on sera en danger. C'est ce que je leur ai dit à la fin dans les vestiaires quand on s'est enfermés. Je leur ai dit, bon, on ne peut pas gagner un match sans jouer, quoi. C'est pas possible. Et jouer au football, c'est se déplacer ensemble, c'est proposer des solutions, c'est donner le ballon des intervalles, c'est anticiper les choses. Voilà. Et on n'a rien fait de tout ça. On tapait dans le ballon, quoi. C'est ce qui est le plus décevant parce que, pour moi, entraîneur, c'est que mon message là aujourd'hui n'était pas passé comme j'aurais souhaité. Voilà donc l'analyse de Michel Estevan, sympathique coach de cette AC Arles. Diffusion de la rencontre intégralement, ça sera ce lundi 9 mars 2009 à 21h, donc ce soir diffusion de la rencontre. Et puis le prochain adversaire d'Arles, ça sera le Paris FC, qui est 9e. Les Arlésiens, on va le voir dans les tableaux, se maintiennent bien à la place 3e. Le prochain adversaire, donc samedi 14 mars prochain à 17h, le match Paris FC Arles. Et nous allons voir de suite les autres résultats de cette poule nationale, avec Cassis-Carnoux quand même, qui fait un résultat devant Laval. Beauvais-Arles, bon, bien sûr, nous l'avons vu, c'est le nul. Et puis Istres qui se conforte à sa seconde place. Pas de grosses surprises. Le Paris FC quand même qui met 2 pions à 0 à 7. Prochain adversaire des Arlésiens, ça fait réfléchir. Et nous allons voir donc les incidences de tout ça sur le classement avec le trio de tête auquel Arles s'accroche avec 6 petits points de retard sur le... qui lâche de 6 points, Cassis-Carnoux, et avec 10 points de retard sur le premier. Mais enfin, bonne place de 3e pour ces Arlésiens qui ne gaspillent pas beaucoup et qui font un joli parcours avec le Paris FC, donc 6e, 38 points
3 places derrière Arles, ça promet un beau duel pour samedi prochain à 17 h, mais ça ne se passera pas sur le stade arlésien. Hervé Georgie, le foot, ça vous interpelle un petit peu? Oui, tout à fait. Vous suivez quelle équipe vous êtes votre cœur balance pour qui? Le Nîmes Olympique, évidemment. Ouais, évidemment. Donc, tout le mal que je leur souhaite, c'est de réussir à enchaîner 2-3 bons résultats. Et bon, ça va tellement vite dans cette Ligue 2 qu'ils peuvent peut-être recoller. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes confiant sur le devenir, parce qu'il y a une réelle volonté affichée quand même. On voit une satisfaction. Vous savez, le sport de haut niveau, si c'était facile, ça se saurait. Et on paye les erreurs cash. Des petites erreurs font, d'autant plus dans un sport collectif. La sanction, elle est immédiate à ce niveau-là. Et bon, la roue va tourner là. Ça fait depuis le début de la saison où on joue bien, on perd, mais je suis de tout cœur avec eux. On leur souhaite. Alors c'est vrai que jouer son va-tout dans les derniers matchs de la saison, le plaisir est moins au rendez-vous parce qu'on a une grosse pression sur les épaules. C'est vrai que c'est pas simple pour tous ces joueurs, mais bon, on est professionnel aussi, on assume effectivement. Comme le disait Jean-Michel Cavalli, j'ai pas la prétention de former une équipe qui va rondiner en 3 ou 4 matchs. Maintenant, ça fait quelques matchs et c'est vrai que bon. On verra à la maison si l'exploit est de mise. Ils ont du caractère, allez. Nous allons passer à l'Ovalie avec un résultat. Le rugby club Nîmes-Gard qui se déplaçait à Saint-Raphaël avec une très nette victoire des Nîmois, comme on le voit sur le tableau. 16-30, donc les Nîmois qui enfoncent bien le clou. Ils se rapprochent au classement, je dirais presque agréablement, dangereusement de Monteux qui ne désarme pas. On voit Monteux qu'il a laissé devant Châteauneuf. Alors effectivement, une petite défaite de Monteux qui peut arranger un petit peu les Nîmois dans les derniers matchs de la saison, mais il faudra quand même, il suffirait que le RCNG l'emporte sur Monteux, d'autant que je crois savoir que ça va se passer à Kaufmann, et peut-être aurait-on une bonne surprise. On va voir les classements. Voilà, Monteux, vous voyez, 3 petits points séparent les deux premières équipes, dont le Rugby Club Nîmes-Gard, et bien sûr cette victoire espérée pourrait faire, ma foi, qui sait, croisons les doigts et nous verrons ce qui va se passer. Nous allons peut-être parler un petit peu de handball, mais je ne sais pas si c'est l'heure de la pause publicitaire, si on peut la faire maintenant ou c'est à notre gré. Nous allons nous évader quelque temps pour une petite promotion et nous nous retrouverons tout de suite après avec l'USAM et le handball. Chauffage et énergie renouvelable, Languedoc Géothermie, leader sur le marché, répond à toutes vos questions. Technologie, crédit d'impôt, études personnalisées. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions du chauffage économique et environnemental. Languedoc Géothermie, concessionnaire exclusif Sofat 04 67 29 55 11. Ce système me permet de faire des très grosses économies d'énergie. À l'année, je paye 200 € d'électricité pour un chauffage qui chauffe très bien toute l'année. Nous allons avec joie ouvrir une page handballistique avec, pour commencer, l'USAM Nîmes-Gard qui rencontrait Dunkerque. C'était vendredi 6 mars dernier. Que dire de cette rencontre? Elle nous a sublimé, bien sûr, Alain Porte, l'entraîneur, on le verra, est toujours très pondéré dans ses propos, mais enfin, il savourait l'instant parce que je crois que les 2200 spectateurs présents se sont enflammés, ont fait une standing ovation à cette équipe qui le méritait bien. On va voir tout de suite ce reportage. Héroïque, c'est le mot qui convient le mieux pour résumer le comportement des USAMistes qui sont opposés à Dunkerque le vendredi 6 mars 2009 pour le compte de la 17e journée du championnat de France élite de handball. Le Parnasse, comble de plus de 2000 spectateurs, aura été comblé par la qualité de la prestation des Nîmois et un air de fête où le doute n'a pas sa place anime la halle des sports nîmoises. Dunkerque vient à Nîmes les dents longues et les poings fermés. Le deuxième budget de la division 1 qui pense légitimement, eu égard au contexte, glaner quelques points dans la capitale gardoise, en a été pour ses frais. Dès l'entame, l'USAM affiche la couleur, celle de la révolte et du courage. Les nordistes voient leur jeu muselé
par un adversaire qui joue vite et ne meurt pas. Les Dunkerquois sont dans l'incapacité de réagir face aux accélérations et à la détermination adverse, malgré la présence du gaucher champion du monde, Sébastien Bosquet, ajouté à celle de Ragnar Oskarsson, qui passe à côté de son match. Dans l'impossibilité de s'exprimer, les gars du Nord subissent la loi sudiste dans un combat sans concession. Ainsi se déroulent les 30 premières minutes qui renvoient les belligérants au vestiaire avec une avance de 6 buts à l'avantage des joueurs locaux, à laquelle le portier nîmois William Anotel n'est pas étranger. Résultat, 17-11. La seconde période commence avec une série de 4 échecs nîmois et un 3-0 à l'avantage de Dunkerque. Mais avant les 5 minutes échues, Nîmes stoppe l'hémorragie en retrouvant des valeurs défensives, même si Dunkerque s'en donne encore pendant quelques minutes à cœur joie. Dès la 11e minute, la lumière revient sur le jeu nîmois, dont le collectif reprend les affaires à son compte. L'espoir nordiste s'éteint très vite face au club gardois, qui garde le leadership de la rencontre. Au coup de sifflet final, le tableau de marque en souridaise, 31-27. Alain Porte l'avait déclaré à notre micro la veille du match. Mais on va pas se lamenter, on va mettre le maillot vert et on va foncer. Et ça a été fait avec la forme, s'il vous plaît. Une victoire qui salue la saine et courageuse réaction des joueurs dans un Parnasse en fête qui rend hommage debout à son équipe Fagnon. Concrétisation de tout cela le 15 mars prochain face à Toulouse. Il va falloir confirmer, c'est toujours le plus dur. Donc il ne faut pas relâcher. Et puis voilà, on a un calendrier chargé, compliqué. On pourrait très vite retomber dans le doute. Donc non, il faut s'appuyer là-dessus, bien sûr, l'apprécier, hein, mais à sa juste valeur, pas d'euphorie. Dunkerque était au complet, pas nous. Parce qu'il y a une réaction d'homme avant tout, et que quand c'est comme ça, c'est formidablement appréciable. Et surtout, il y a une grande intelligence tactique des gars qui dans les moments difficiles, ont remis le jeu à l'endroit, n'ont pas perdu les pédales comme on a pu le faire dans un passé assez récent. Et voilà, la victoire est belle et elle est amplement méritée. On a vu, voilà, sans attendre, nous allons voir les autres résultats de cette D1, de cette journée. Avec, pas bien des surprises, mais fait Aurillac quand même. Aurillac, notons la victoire d'Aurillac sur Paris. Celle de Nantes, voilà, on disait Nantes est venu battre l'USAM à domicile. On disait que cette équipe de Nantes, renforcée par le Brésilien Bruno Souza, ne méritait pas cette avant-dernière place. Je crois que Nantes va décoller maintenant, on le voit avec ce résultat sur Istres. Tané-Istres 27-21, c'est pas donné à tout le monde. Nîmes n'avait gagné que d'un but là-bas. Cette équipe de Nantes est en train de prouver qu'elle revient. Et puis Tremblay qui a fait justement, qui a battu Montpellier. Belle victoire, donc il fallait aller la chercher à René Bougnol. Il fallait vraiment, comme dirait l'autre, en avoir. Belle victoire donc. Le tableau de classement. Bien sûr, Montpellier domine toujours ce championnat. 2 petits points avec son dauphin Chambéry. Tremblay se rapproche, bien sûr. Dunkerque perd une place après cette défaite face à Nîmes. Et Nîmes s'éloigne de la zone rouge avec beaucoup d'aise. Prochain duel des Nîmois, ça sera à Toulouse, samedi 15 mars prochain. Il reste vraiment, comme le disait Alain Porte si justement, à confirmer. N'est-ce pas, monsieur Georgie, je crois que vous suivez un petit peu l'USAM aussi. Oui. Une équipe qui attire le cœur, ça, qui fonctionne à l'affectif. Bah, ils l'ont prouvé sur leur dernier match, quoi. Voilà, c'est des réactions d'hommes. On ne peut être que fier quand on est nîmois de voir une telle réaction. Et puis ils ont un potentiel, s'ils restent comme ça jusqu'à la fin de la saison, s'ils sont réguliers, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, je pense pas. C'est vrai que Alain Porte avait envisagé la D2, bien sûr, sur la pente où ils étaient. Mais quand même, il fallait bien penser que ça n'allait pas durer. Un petit mot de hand féminin, je crois que vous y êtes aussi très sensible. Oui, en connaissant très bien Manuela Elie, donc qui fait aussi un magnifique travail avec ses filles là, donc chapeau et qu'elle continue à nous transporter sur tous les tableaux. Alors le handball Cercle Nîmes, 3e du classement avec 29 points, rencontre le premier 36e Metz. L'indétrônable Metz, le deuxième c'est le Havre avec 33 points. Ça sera donc demain soir, mardi 10 mars au Parnasse. Et puis vendredi 13 mars, rencontre importante aussi pour le handball Cercle Nîmes qui cumule les matchs face à Dijon pour le 3e tour de la Challenge Cup. Là, on a vécu aussi de jolis premiers tours contre des équipes relativement faciles, disons-le. Mais enfin, l'essentiel a été fait avec le bagage de but, un beau matelas de but d'avance. Et bien sûr, Dijon, ça sera un autre combat franco-français. Mais les Nîmoises, ils avaient battu un championnat, on peut espérer le meilleur. Mais en tout cas, on ne vend pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. On respecte l'adversaire aussi. Et on attendra donc l'issue de cette rencontre vendredi pour savoir qui l'a emporté, notamment après le match retour.
Et puis après 2 victoires, donc cette belle victoire du moins à Fleury, puisqu'ils avaient gagné à Mios, elles ont gagné à Fleury 30-33, qui les positionne, donc qui les conforte à la 3e place du classement. Du volleyball à présent, le volley non moins, hein, peut-être un beach volley. Éventuellement l'été. Voilà, l'été, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup un sport de vacances. Les Nîmoises, première de la Nationale 3 dans la poule A, rencontraient l'équipe de Gruissant, troisième, mais qui nourrissait des velléités d'accessit à la Nationale 2. L'équipe de Gruissant est tombée sur un os, comme on va le voir dans ce reportage. La rencontre qui oppose les filles de l'amicale Nîmes Volleyball à Gruissant le dimanche 8 mars 2009 a un caractère déterminant mais pas rédhibitoire. Déterminant parce qu'en cas de victoire, le club gardois pourra regarder vers le haut et la Nationale 2. Mais en cas de défaite, plusieurs scénarios envisageables ne ferment pas la porte à l'accessit en division supérieure. Avant le match, les discussions vont bon train sur la stratégie de jeu à adopter. En effet, les Audoises 3e du classement restent des prétendantes à la montée. De plus, si l'équipe nîmoise voit la présence de Sylvie Lopez, elle est privée de celle de Christelle Catalan. Tandis que Gruissant, brillamment emmené par Ethel Puig, bien que présentant un effectif complet, révèle par les vidéos visionnées à l'envi une réception aléatoire. Ce jour-là, la machine nîmoise et sa meneuse de revue Krasimira Lisanti affichent un visage serein et savent mettre dans le jeu une intelligence qui s'oppose à la spontanéité gruissanaise. Pourtant, les filles de Cyril Wozniak se montrent accrocheuses et parviennent à éviter l'envolée des Nîmoises qui restent devant au score. En fin de manche, Gruissant lâche et Nîmes passe la ligne d'arrivée avec 6 points d'avance. Résultat, 19-25. 3 minutes de jeu. Oh, on n'était pas prêt, mais ça revient. Bel arc réflexe, mais c'était une jolie passe. Et voilà, et les Nîmoises qui emportent le premier set, 19-25. Au cours du 2e set, Gruissant hausse le ton et il faudra tout le calme et le savoir-faire de Nîmes pour juguler l'envie audoise. La fin de set est serrée, mais là encore le Gard a le dernier mot en signant un 25-22. Face à un adversaire qui va crescendo, battu 2-7-0, on fait état de tout le mal qu'on peut penser de ce genre de situation. Tout le monde y pense, personne n'en parle pour ne pas conjurer le mauvais sort. Très vite, l'équipe gruissanaise est distancée de 8 points et ne parvient pas à se donner les moyens pour freiner l'évolution nîmoise. À aucun moment, la situation semble pouvoir se renverser et les protégés du président Vézinet se dirigent inexorablement vers la victoire. Le 16-25 réussi par Nîmes en fait le leader incontesté d'une rencontre de niveau de National 2. Comme un heureux message. Le drapeau de la méfiance était hissé, les joueuses locales l'avaient aperçu. Oui, c'est vrai. On savait c'est une très forte équipe et on est venu là pour gagner et on a commencé déjà notre échauffement dans l'esprit on va gagner. Ouais. Mais on savait aussi que c'est une équipe très forte avec des joueuses très performantes où il ne fallait rien lâcher. Ils nous l'ont mis bien en tête déjà pendant toute la semaine à l'échauffement, il ne fallait absolument rien lâcher. Je pense que c'est ce qu'on a fait et donc on a gagné et on est très contente. J'ai ressenti très bien l'assurance parce que c'est aussi Sylvie Lopez qui est revenue dans notre équipe après sa blessure et ça nous a beaucoup assuré et depuis le début on s'est senti très bien. Ouais. Voilà, énorme résultat, joli match. Je disais niveau National 2, c'est vrai que je ne sais pas si c'est de bon augure pour l'avenir, mais c'était un match de division supérieure avec Ethel Puig côté Gruissant, qui a une jeune maman d'ailleurs, qui a eu du mal à tenir à distance. Mais côté Nîmes, il n'aurait pas fallu que ça dure au-delà des 3-7 parce que la fatigue commençait à se faire sentir. Diffusion de ce match intégralement, ça sera demain, mardi 10 mars, à partir de 17h. Et puis donc match à venir, alors ça va être le match au sommet, ça sera donc le 22 mars face à Mougins. Nîmes reçoit Mougins. Et Mougins, elles sont deuxième au classement comme on va le voir. En tout cas Mougins, elles ont tanné Arles 3-0. C'est quelque chose d'assez normal, on va dire que c'est un résultat tout à fait normal. Belle victoire donc des Nîmoises. Et puis les Canoises qui ont du mal à venir, une équipe en reconstruction, mais dont la plupart des participantes sont des internationales juniors. Donc une équipe en formation, Le Cress Firminis et puis Saint-Maurice Fréjus, un résultat aussi tout à fait logique. Voyons voir ce que ça donne, l'incidence de tout ça sur le classement, avec des Nîmoises, donc à égalité avec Mougins, mais avantagé au 7 avérage. Et oui, Mougins, ça suit de près. Je crois que le 22 mars, le Palais des Sports, enfin la salle de sport Saint-Césaire sera, Gaston Lessus sera pleine
parce qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt le devenir. Et si les Limoises passent ce cap de Mougins, eh bien on peut dire que c'est quasiment fait. Elles sont en National 2, mais encore une fois, il va falloir quand même surmonter cet obstacle. Et puis le 29 mars, eh bien les Nîmoises se rendront à Cannes pour affronter cette équipe, comme je vous le disais, en reconstruction. Alors n'oublions pas, diffusion de ce match de volleyball, eh bien ce sera demain mardi 10 mars à 17h. Et puis nous allons parler un petit peu de course à pied. Alors ça, la course à pied, on en pratique des fois, c'est vrai que ça fait du bien d'en pratiquer un petit peu. Quand on pratique notre sport, ça peut venir en complément. Non, est-ce que l'escrime, alors quels sont les sports de complément qui sont bons pour l'épée? En principe, tout ce qui est endurance et tout ce qui est après du travail de fractionné, type effort squash, badminton, on s'y retrouve bien. Mais bon, le fractionné, bon, alors le volleyball serait bon aussi, en quelque sorte. Aussi. Il n'y a pas des. Alors, est-ce qu'il y a, pour se détendre comme ça, pour s'élancer, quel est le sport? Qu'est-ce qu'on travaille en muscu aussi? Qu'est-ce qu'on travaille pour avoir cette force, cette détente? Oui, tout ce qui est explosivité, puissance et vitesse, voilà. C'est au travers, comme vous dites, un peu de travail de musculation. Alors, on ne se rend pas bien compte de cette explosivité, parce que le terme me plaît beaucoup, parce qu'il correspond effectivement à ce qui se passe. On prépare, puis à un moment donné, on explose. Et ça, c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce sport. Ouais. Et des fois, sa difficulté pour saisir un petit peu ce qui s'est passé. Il faut partir au bon moment, tout simplement. C'est un temps de réaction, il ne faut pas le manquer. Voilà. Nous le rappelons, 14e édition du championnat du monde de cette Coupe d'épée junior homme. Oui. Alors pourquoi homme? Les filles ont les mêmes prétentions? Alors, en France, la Fédération internationale et la Fédération française d'escrime accordent donc à Nîmes cette possibilité-là d'organiser la Coupe du monde de junior homme. La même chose est attribuée à Dijon pour l'épée dame junior. Donc voilà, comme c'est que dans chaque catégorie, la France a le droit d'accueillir qu'une seule étape. Voilà, donc Nîmes a été choisi et c'est avec plaisir qu'on organisera cette 14e édition. Bien entendu. Nous allons passer donc à la 9e édition de la course pédestre du réseau Tango. 10 km, une course qualificative pour les championnats de France. Et puis vous allez le voir, une belle réflexion qui a mené les coureurs à courir dans un espace naturel. On a recherché, fait une petite recherche pour tout ça. Les images sont signées Olivier Michel, le montage est de Frédéric Siller. On part tout de suite en course. Respirez bien parce que 10 km c'est un petit peu long. Échauffement, étirement, concentration, les sportifs se placent sur la ligne de départ. Et c'est parti pour la 9e édition des foulées Tango. Cette épreuve marathon sur 10 km a su progressivement séduire de nombreux coureurs. C'est une course qui est tout à fait fédératrice et qui permet de regrouper autour d'un événement sportif et convivial énormément de personnes et toujours de plus en plus de personnes. Ce sont près de 210 participants qui, au total, ont franchi la ligne d'arrivée. A noter que les foulées Tango restent une manifestation sportive organisée par une entreprise, comptant pour les qualifications au championnat de France. Au niveau du parcours, les organisateurs ont préféré opter pour le label Nature. Et on a cherché justement en faisant le tour de l'hippodrome et en allant derrière le supermarché Carrefour, d'essayer d'avoir quand même une course un petit peu qui se rapproche de la nature. Voilà. Donc malgré le goudron, les gens ont quand même l'impression de courir dans la nature. Et courir au milieu de la nature aura réussi à Abdellalil El Gourch, qui finit premier de sa catégorie. Une épreuve qu'il juge plutôt tranquille. C'est un bon parcours. Je l'ai déjà fait en 2004. Ça se déroule aux alentours de 30, 50, 30, 45, 31, 10. Donc je l'ai fait un peu plus, mais bon, ça va. Donc je me sens bien. Donc surtout depuis le 10 km international de Nice 2005, j'ai rien fait. Donc c'est un bon retour pour moi. C'est un bon retour. Il n'y avait pas une très très grande bagarre. On s'encourage plutôt que de courir individuellement. Et si pour certains tout semble s'être bien passé, Magali Moreau, qui termine elle aussi première dans sa catégorie en presque 39 minutes, ne peut pas en dire autant. Je suis partie un peu vite, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une fille qui faisait du 5 bornes. Et comme je suis pas super rapide, je me suis dit je vais partir. Et du coup, à la mi, j'étais à... comme si pour arriver en 38 ou un peu moins. Et après, je me suis un peu affaissée du coup, et j'ai un peu galéré. Donc il y en a 2-3 qui ont essayé de m'aider, encore en m'abritant, mais j'arrivais pas à tenir. Donc voilà, j'ai fini en 39. Bon. C'est un parcours que vous aviez déjà fait ou pas? Ouais, je l'ai fait une fois il y a très longtemps. Donc voilà, c'est super roulant, hein. Ça va vite. Ça va vite, mais Magali, tout comme les autres participants, répondront sûrement à l'appel de l'édition 2010.
Voilà, et c'est en transition parce que nous ne sommes pas en avance. 42e édition du motocross de Sommières qui marque l'ouverture de la saison. La Fédération française de motocyclisme a pris une décision pour cette année. On mélange les catégories MX1 et MX2. Ça promet de beaux combats, même si les classements restent séparés. Un reportage d'Olivier Michel qui est à Sommières ce week-end. Nouvelle réussite pour la 42e édition du motocross de Sommières. Ils ont été plus de 5500 à franchir les portes du circuit de la Tourille et pas que pour assister aux manches du championnat de France Élite 2009. Moi, mon plaisir, c'est que je suis un vétéran et en tant que vétéran, quand je vois des motos, j'ai toujours 20 ans. C'est toujours un plaisir de voir de la moto. C'est le plaisir de regarder de la belle mécanique, quoi. Voilà. Ça m'apprend un petit peu. Je suis pas doué en mécanique, donc je regarde. Ben, on regarde les motos. Et c'est ça le bonheur? Ben carrément, carrément. Au hasard des stands, c'était l'occasion de rencontrer des têtes couronnées telles que Yves de Maria, gardois, triple champion du monde et actuellement manager du team italien Garibaldi, mais au pilote français. Effectivement, les structures en France sont difficiles à obtenir, à monter, faute de budget. Donc c'est pour ça que nous on s'est tourné vers l'Italie, puisque c'est un team italien qui a embauché 2 pilotes français. Donc voilà, le seul problème c'est le manque de moyens financiers pour monter des équipes en France, parce qu'on a ce qui se fait de mieux en pilote. Donc voilà. Côté course avec pour particularité cette année le regroupement des 36 meilleurs pilotes des catégories MX1 et MX2. Tous les regards étaient tournés vers le local Grégory Aranda, vainqueur de la première manche puis second de la deuxième. Tous les espoirs étaient permis pour la troisième manche, mais victime de crampes aux avant-bras, il termine en troisième position et donc second au général. J'ai fait des bons départs et dernièrement j'étais un peu fatigué, j'avais des crampes. Et j'étais deuxième, je forçais, j'arrivais pas à rattraper David Villemain. Donc j'ai préféré relâcher un peu. Après il y avait Marvin qui roulait bien. Et il m'a doublé, j'ai assuré jusqu'à la fin. Ouais, c'est sûr que c'est un bon début de saison. Comme je disais, ça faisait quelques années que je galérais et ça fait du bien de rouler devant. David Villemain remporte lui 2 manches sur 3 et prend ainsi la tête du championnat. On a eu des problèmes dans la première manche avec un très mauvais départ. J'ai fait que 4e, donc on a changé 2-3 trucs sur la moto. Bon, après j'ai gagné les 2 autres, ce qui m'a fait gagner le général. Je suis très content. Maintenant, il faut continuer parce que bon, c'est que la première épreuve et il en reste encore 25, donc il y a encore du boulot. A noter que c'est un autre gardois, Anthony Boissière du club Le Gaulois, qui prend lui la tête du classement MX2. Prochain rendez-vous des passionnés ce week-end à Pernes-les-Fontaines. Le reportage d'Olivier Michel avec de très belles images, c'est toujours très joli, sport mécanique. Hervé Georgi, merci de cette visite. On le rappelle, 14e édition du championnat du monde, de cette Coupe du monde d'épée junior garçon. Ça sera donc ce week-end, on peut rappeler. Alors pour le public, il peut venir à partir de quelle heure? 8h du matin, début des assauts, et ce, finale aux alentours de 16h. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, la météo et tout de suite après, le journal d'information présenté par Frédéric Siller.